Il me revient la tâche de présenter Tariq Koualalou, que j'ai essayé d'étudier tout à l'heure pendant qu'une personne me parlait dans le hall, donc c'est pas très facile. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent ici, donc ça va être plus facile déjà, parce que ça va être beaucoup plus simple, parce que j'ai compris qu'il y avait toute l'agence qui était là. Je regardais ton CV tout à l'heure dans le hall et j'ai découvert que tu avais enseigné un peu partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ton CV. Ça fait plus que 3. D'accord. Et surtout aux États-Unis, en fait. Hein. Et tu as. J'ai pas vraiment eu le temps de regarder les pages après, c'est-à-dire, je suis désolée, c'est très improvisé. C'est très improvisé ce que je fais là, c'est pas bien. Et en fait, tu sais pourquoi tu es là? C'est parce que tu avais fait partie. C'est parce que quand on a vu ton dossier, quand on a eu les portfolios de la sélection pour le pavillon spécial, même si tu n'avais pas été pris pour concourir à la fin, on a trouvé ton portfolio intéressant, on s'est dit il faut que tu viennes faire une conférence à l'école. Voilà. Eh bien écoute, merci. Ok. Bonsoir. Oui, est-ce qu'on peut éteindre? C'est plus simple. Parfait. Bonsoir. Merci à l'ESA de nous avoir invités pour présenter un petit peu notre travail. Je vais essayer de vous proposer un format un peu particulier pour ce soir. Pas forcément très long pour laisser la place un peu à quelques questions s'il y en a à la fin. Mais je voudrais surtout parler de ce qu'on a fait depuis 10 ans qu'on a créé l'agence avec Lina, qui est ici. Quand on a commencé à travailler, donc il y a une petite dizaine d'années, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de choix, d'alternatives, de formes de pratique. Les trois voies qui étaient les plus évidentes nous ennuyaient un peu. La première, c'est vraiment une forme de retrait de l'architecture, une approche où on ferait une recherche endogène, qui développerait une pratique autonome, une manière non seulement pas matérielle, mais pas tangible de faire du projet. Et très vite, on a essayé de sortir de l'université et essayer de se confronter à un monde peut-être un peu moins pur, un petit peu plus compromis, un petit peu plus compliqué pour une jeune agence. Mais l'inverse de ça, c'est vraiment une pratique cynique, commerciale, qui met l'architecture comme une compétence dans un enchaînement de maillons complexes dans lequel, en réalité, l'architecte ne questionne plus du tout l'environnement dans lequel il doit travailler. Et la dernière possibilité, c'est vraiment celle qui propose une résistance par l'objet, une espèce d'affirmation têtue que les seules formes d'architecture qui peuvent être encore tangibles et qui peuvent faire sens sont celles qui fabriquent des objets parfois extraordinaires, parfois qui font sens, mais qui sont devenus une espèce de réflexe depuis une trentaine d'années, où on n'arrive plus à définir des formes à la fois réelles, pertinentes, qui ne passent pas par une de ces trois approches. Assez vite, on a essayé de définir la pratique du travail de l'agence comme une forme de résistance culturelle. Quand je parle de résistance culturelle, c'est essentiellement deux choses. Dans un premier temps, on parle d'une approche critique. Et par critique, c'est surtout l'idée de questionner de manière continue l'ensemble des environnements dans lesquels le projet doit s'inscrire. Et sur ça, je pense qu'il y a une des choses qui nous définit vraiment, c'est qu'on essaye de ne pas considérer l'architecture comme une forme d'amélioration des territoires dans lesquels elle s'inscrit. Quand on écoute le discours architectural, on se rend compte qu'il y a de plus en plus une approche presque prophétique, médicinale, comme si le projet architectural était là pour résoudre des problèmes territoriaux, sociaux, économiques. En réalité, notre part dans ce monde, elle est très très étroite et on est très méfiant de ces approches un petit peu prophétiques. L'histoire de ces 70 dernières années de l'architecture nous montre vraiment que toutes les approches qui ont considéré l'architecture dans une forme de progrès, dans une forme d'amélioration, dans une forme de développement humain, a créé des choses parfois un petit peu particulières. J'adore cette photo parce que c'est un bâtiment de l'Atbat à Casablanca dans les années 50 qui a fait la une de l'architecture d'aujourd'hui dans les années 50, qui était la volonté de fabriquer de l'habitat adapté pour les musulmans, avec l'idée de réinventer le patio, de faire un patio vertical, un bâtiment d'une élégance extraordinaire. Il y a une dizaine d'années, on m'a demandé d'aller le photographier. J'avais l'adresse exacte. J'ai cherché pendant 3 heures, je ne l'ai pas trouvé. C'était ça. Et on s'est rendu compte que
ils avaient juste besoin d'une pièce en plus. Le patio, tout ça. C'était franchement une espèce de mythologie architecturale. Et ça, pour moi, ça a été une énorme claque. Effectivement que ça, c'est extraordinairement beau, mais ça, c'est tellement plus, parce que c'est adapté de manière extraordinairement complexe à l'environnement dans lequel l'architecture s'installe. Et donc, à chaque fois qu'on se pose la question de la manière d'approcher un projet, on essaye d'évacuer, autant que faire se peut, ce réflexe d'amélioration qui est à la base de toute la justification de l'action architecturale. On considère l'architecture comme une forme pratique, savante, empathique, ancrée dans le monde, qui balance continuellement entre la mode et une recherche d'universalité, entre une volonté de s'inscrire dans son temps et d'essayer de toucher ce qui nous unit, qui est un petit peu plus immatériel. Plutôt que de présenter les projets chronologiquement ou les uns après les autres, je vais essayer de faire une proposition en 5 temps, qui sont 5 manières qu'on a eues peut-être depuis une dizaine d'années pour essayer de retrouver une forme de pertinence. Je vais utiliser ce terme beaucoup parce que c'est vraiment ce qui nous questionne beaucoup en ce moment. On a du mal à trouver un sens à ce métier qui est vraiment dans les 3 formes dont je vous ai parlé tout à l'heure, du retrait, du cynisme ou de l'objet, 3 formes de disparition de la pratique de l'architecture. Donc ces 5 formes, ah oui, j'ai montré ça quand je voulais parler de choses absolument pas tangibles et qui ne s'inscrivent pas dans le monde. La première, c'est la recherche sur la ligne. Alors ça va être un petit peu particulier, mais très vite on a été confronté à de très grands territoires. On est une jeune agence, mais on n'a pas du tout travaillé des petites opérations de dents creuses, une opération de 15 logements entre 2 murs, dans des systèmes très constitués, très sédimentés, où le projet est déjà complètement fabriqué avant qu'on arrive, le programme, le site, le budget, les panelages, tout ça est déjà figé. Nous on a très vite été jetés dans des territoires un petit peu complexes, et on s'est accroché à cette idée d'une ligne, pour 2 raisons. D'abord parce que la ligne n'a aucune dimension architecturale. Contrairement au mur, je fais une petite parenthèse, ça c'est ce qu'on appelle des msla, ce sont des mosquées de plein air, qui sont utilisées une fois l'an. Elles existent dans tout l'anti-Atlas au Maroc. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le reste du temps, on ne sait pas à quoi ça sert, c'est posé de manière comme si c'était sur la Lune, et une fois par an, ça fait ça. La capacité d'un objet extraordinairement ténu, inscrit dans son paysage, de l'informer, de l'inscrire, de lui donner un contenu à la fois social, économique et puis une vraie profondeur paysagère, nous a beaucoup intéressés. Très vite, avant de parler de Volubilis, ce qui nous intéresse dans cette idée de la ligne, et je vais montrer peut-être 4 ou 5 projets ou un petit peu plus qui en parlent, c'est que c'est une figure qui n'est pas architecturale, qui n'a qu'une seule dimension, contrairement au mur. Dans les 3 dimensions de l'espace, on n'en garde toujours qu'une, qui n'a pas de programme, qui n'a pas de site. Et aujourd'hui, le discours architectural, il est basé que sur la question du programme, que sur la question des sites. On est à la recherche de l'ultra-spécificité territoriale, et puis dans la construction de mutations de diagrammes quasi littérales. Et très vite, le fait d'approcher une figure presque neutre et sans échelle nous a permis d'approcher des territoires un petit peu complexes. Je vais commencer par ce premier projet, Volubilis. Pour ceux qui, j'imagine qu'il y en a qui connaissent un petit peu le Maroc, c'est la ville romaine la mieux préservée d'Afrique du Nord. C'est le site romain le plus visité au Maroc, 350 ou 400 000 visiteurs par an. Ce qui est extraordinaire à Volubilis, contrairement à tous les autres endroits en Afrique du Nord, mais y compris en Italie, c'est qu'on voit le site exactement comme les Romains l'ont laissé. Puisque Volubilis n'a absolument pas été construit tout autour. La profondeur de la plaine du Zarhoun est un paysage qui n'a pas changé depuis 2000 ans. On a été parachuté dans cette opération, donc ça on voit l'ensemble du site de Volubilis, avec toute une partie de ce site qui n'était pas construite par les Romains, qui étaient plus intelligents que nous. Et on a été parachuté sur ce site avec un programme qui n'était pas très bien défini, où il s'agissait de faire un musée du site, mais également l'ensemble des équipements pour les chercheurs, pour le conservateur, les laboratoires, les logements, etc. Donc un programme assez diffus, sur un site qui existait déjà. Et au départ, on a été appelé pour réhabiliter des bâtiments coloniaux qui ont été construits dans les années 20, d'une très très grande élégance, mais qui étaient complètement partis. Parce que dans cette partie-là du terrain que je vous ai montré, le sol était mécaniquement pas stable, la raison pour laquelle les Romains n'ont pas construit dessus. Et donc tous ces bâtiments étaient en fait, en réalité, complètement dangereux. On a eu énormément de débats avec l'UNESCO, puisque le site est un patrimoine mondial de l'UNESCO, au point que
ils ont menacé de déclasser Volubilis si on les démolissait. Au bout d'1 an et demi de conversation, le ministre de la Culture de l'époque a eu un geste très courageux. Samedi matin, il a amené des bulldozers, il a tout démoli. Et lundi matin, il les a appelés pour dire alors qu'est-ce qu'on fait. Véridique. Je crois qu'en fait, ils ont chatouillé son côté, une espèce de réflexe anticolonial primaire qui a fait qu'à un moment donné, il a perdu patience. Qu'est-ce qu'on a proposé? Très rapidement, la première chose qu'on voulait faire, c'est d'inscrire un bâtiment dont le point le plus haut est plus bas que le point le plus bas de l'entrée. Donc cette partie-là est dans le creux d'un vallon. Les bâtiments qui existaient dans les années 20 étaient des bâtiments R+1 voire R+2, et donc qui enlevaient la perception du site que l'on pouvait avoir depuis l'extérieur et qui donnait toute la profondeur de la plaine du Zadrone, qui est dans ce sens-là. Donc en réalité, on a fabriqué un bâtiment qui est une forme de promenade, qui fait 7 mètres de large sur 250 mètres de long, dans lequel on a inscrit l'ensemble des éléments du programme, avec en réalité simplement sur 2 niveaux, enfin sur 3 niveaux, le niveau de l'entrée qui est là, sur lequel il n'y a absolument aucun élément qui émerge, une première plateforme 4 mètres plus bas, une deuxième plateforme qui est ici. Et en réalité, le bâtiment est une espèce de mur de soutènement qui vient stabiliser l'ensemble du site et qui permet d'installer ce chapelet de bâtiment. Mais au-delà de ça, notre volonté, ça a été de fabriquer un bâtiment qui ne parle pas de la ruine, mais dont on inscrit la temporalité à l'intérieur par la dématérialisation des matériaux qu'on propose. Donc en réalité, en travaillant, ça c'est les coupes dont je vous parlais, l'entrée et les éléments qui sont à la fois enterrés quand on y arrive et suspendus quand on en sort. Ça c'est une vue qui n'existe pas puisqu'on serait de l'autre côté du vallon, donc c'est une élévation totalement fictive. Donc ça c'est ce qu'on voit en arrivant. Et on a construit ce bâtiment en béton et en bois uniquement, vraiment avec des toutes petites entreprises, en faisant de la cuisine, en construisant de manière très simple et de manière très artisanale, mais ça nous a permis d'inscrire l'ensemble des durées de la détérioration du bâtiment dans les différentes matières que l'on a pu mettre en place. La vue de l'entrée, qui s'ouvre sur la plaine du Zadrone, et puis en réalité, donc sur la partie gauche, on a l'ensemble des équipements de l'administration, des logements, des laboratoires, et toute la partie publique est à droite, avec la partie du musée qui est suspendue, et la promenade à travers le bâtiment, qui permet aussi de fabriquer des espaces aussi simples que de fabriquer de l'ombre pour les scolaires, parce qu'en été il fait 55 degrés à l'ombre, des espaces de repos, des espaces de ventilation, de décompression, avec le musée qui est en partie extérieure couvert et en partie intérieure suspendu sur le site. Donc là, on regarde depuis les ruines vers l'entrée. Et l'émergence du bâtiment depuis la partie des ruines romaines. Voilà. Une autre manière d'approcher cette question de la ligne, ça a été sur un projet domestique qui nous a posé beaucoup de problèmes, puisqu'en réalité, il s'agissait, peut-être pour la première fois pour nous, de construire quelque part sans qu'il y ait absolument aucune règle. Il fallait construire une maison dans une ferme, et on avait véritablement un territoire sans fin. Et on se pose des questions, des très vieilles questions, de où est-ce qu'on s'implante. On a presque envie d'un bâton de sourcier pour essayer de s'y retrouver. Et on a voulu installer une structure beaucoup plus puissante que son programme réel, puisqu'en réalité, 2 petites maisons allaient être complètement diluées dans ce territoire. Donc on a fabriqué 2 maisons qui pourraient être séparées de 350 mètres l'une de l'autre, contiguës, sur une épaisseur 7 mètres 50, 70 mètres de long chacune, et qui donc ne se voient pas en étant très proches l'une de l'autre. Avec une idée relativement simple de faire une construction empisée sur un soubassement en béton, encore une fois dans des constructions très artisanales et relativement simples. Mais cette inscription de la ligne dans un projet domestique permet aussi d'explorer des choses très étranges, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans des espaces qui sont distribués. Toutes les figures domestiques disparaissent un petit peu de la porte, de la fenêtre, du couloir, de l'entrée. L'ensemble des pièces sont traversées et traversantes. L'ensemble doit avoir au minimum 2 façades, et ça fait une espèce de manière de vivre qui est à la fois complètement internalisée et endogène, et à la fois très ouverte sur son paysage. On a fait une série de maisons sur ces fermes-là, une espèce de case study house, où on a mis en place les mêmes dispositifs. Ça, c'est une 3e maison où on a fabriqué un périmètre sur lequel l'inscrire. On pourrait en parler un petit peu plus, et qui utilise le même dispositif d'un soubassement en béton et d'une construction pisée par-dessus.
Cette idée de la ligne, on l'a utilisée de manière très très différente. Là, c'est un projet qui est à Tanger, où on a à la fois un programme résidentiel et un programme hôtelier sur un site extraordinairement accidenté, et où on n'a voulu absolument pas ségréguer la partie résidentielle de la partie hôtelière. Donc on a véritablement fabriqué un soubassement des résidences pour y poser un équipement qui, lui, est, de par sa valeur d'usage, beaucoup plus codifié dans son rythme en élévation. Et donc ça fabrique des choses qui peuvent être un petit peu étranges dans son rapport au paysage, où on vient littéralement poser un bâtiment qui pourrait n'avoir rien à faire avec le reste sur une structure paysagère qui, elle, fait pas loin de 300 mètres de long. Le dernier, et ça c'est un projet qui est en cours aujourd'hui à l'agence, donc je ne montrerai pas d'image de chantier, c'est un projet d'un centre sportif dans un terrain qui était beaucoup trop grand pour le programme qu'on avait. Et le maître d'ouvrage avait la volonté de vraiment marquer le territoire dans lequel on est, puisque c'est le seul équipement sportif de cette petite ville minière au nord de Marrakech. Donc en réalité, plutôt que de disperser les éléments de programme, on les a compressés au maximum jusqu'à une forme d'absurdité dans les dimensions, et on l'a inscrit dans une grande forme territoriale qui permet à la fois de créer un rapport à l'espace public où on sort de l'idée d'un mur de clôture, et donc on s'est énormément reculé par rapport à l'espace public, qui permet à la fois de faire travailler ce qui se passe à l'intérieur du projet, mais également, pour chaque élément de programme qu'on a à l'intérieur, une espèce de chapelet, on arrive à trouver des éléments de programme extérieurs. Donc, dans un territoire qui faisait peut-être une dizaine ou une quinzaine d'hectares, où on devait inscrire 2000 ou 2500 mètres carrés, plutôt que d'avoir une approche pavillonnaire qui allait être diluée là-dedans, on a vraiment compressé tout ça et étiré jusqu'à l'absurdité de sa dimension. Le dernier né de cette question de la ligne, c'est un petit hôtel qu'on a fait sur le virage de Mulsanne, sur le circuit des 24 heures du Mans. On aime bien ce projet puisque ce sont des programmes très compliqués. C'est un petit hôtel économique comme un Kyriade et Suite Hôtel, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment ce qui marque toutes les entrées des villes françaises, où on a toujours la même répétition du même module de la fenêtre qui se répète un petit peu tout le temps. On travaille avec des contraintes qui sont toujours un petit peu compliquées. Ici, on a inscrit le bâtiment sur le virage de Mulsanne, qui est au bout de la ligne droite des Hunaudières. Donc pendant le circuit de 24 heures du Mans, quand on arrive là, on arrive à peu près à 280 km/h. Donc le rapport au bâtiment change complètement par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Le reste du temps, on a voulu essayer d'effacer l'ensemble des codes qui peuvent exister dans cette typologie de bâtiment. Et on a fabriqué un bâtiment, encore une fois, relativement simple, où 50 chambres, où on a essayé de donner une matérialité qui assoit le bâtiment, mais aussi faire en sorte que chacune des chambres a 3, 4, 5 fenêtres. Et donc, même sur des choses qui sont extrêmement codifiées, depuis l'intérieur, on a toujours des expériences qui sont complètement différentes, avec un effet cinétique qui s'inscrit sur cette ligne du circuit de 24 heures du Mans.